Il est, il est sur les plateaux de télé, Ouais. il défend les forces de l'ordre. Bon, bonjour les amis, il est 15h03, premier live de l'année. Meilleurs vœux, bonne année à tous, bonne santé, vous, votre famille. Les années malheureusement un peu se suivent et se ressemblent puisqu'on démarre très fort cette année avec des problèmes, vous avez vu ces derniers jours, d'interpellation un peu musclée qui tourne mal. Avec Cédric Chouviat. À mes côtés aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà fait au moins un live ensemble, Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Qui était CRS aussi. Qui a été CRS d'abord, qui est passé au RAID, qui a été instructeur au RAID, Oui, tout à fait. qui est très impliqué dans les quartiers aussi, Tout à fait. dans les cités notamment, pour essayer de faire de créer du lien entre les jeunes des cités, la police, etc. Montrer que tout n'est pas noir et Une belle action d'ailleurs, avec beaucoup de policiers. De faire des ponts, voilà. Et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Voilà. Belle année à tous. En tout cas, salut Maxime, salut William, salut Noël, salut à tous. Donc j'en profite pour vous dire que j'avais invité Alexandre Langlois qui a bien répondu présent, mais je viens de refaire un petit correctif. Effectivement, demain, c'était prévu demain, notre live, mais il y a la grande journée de manifestation. Donc, le live avec Alexandre Langlois de Vigipolice sur les mêmes questions, il nous donnera aussi son point de vue, se fera ce vendredi à 15h sur la même page. Didier Maisto, toute vérité est bonne à dire. Alors, on va revenir sur les événements déjà de cette année très rapidement. Effectivement, il y a eu un mouvement social d'une ampleur inédite, jamais égalée en France, puisque ça fait 13 mois maintenant que les Gilets jaunes sont dans la rue. Et effectivement, on a vu une répression à laquelle les Français n'étaient pas habitués, qui a beaucoup choqué, de manière légitime, je dois dire, puisque quand on fait le bilan, 2500 blessés, 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. Et beaucoup de policiers aussi blessés. 1800 policiers blessés aussi, il faut le dire. Et donc voilà, on avait dit dès le début, j'ai retrouvé mon deuxième live, avec les téléphones dans l'autre sens, etc. J'avais dit en décembre de l'année dernière, d'il y a 2 ans même, enfin ça fait un peu plus d'1 an, que c'était un mouvement qui durerait et que quand on voyait par qui il était porté, quel était le ras-le-bol des citoyens français, qu'on ne pourrait pas l'endiguer simplement par de la répression policière en mettant les policiers devant, mais que la solution était évidemment politique, devait être politique, parce que sans être grand clerc ou devin, on pouvait évidemment imaginer vers quoi on allait tendre et vers quelle violence on allait aller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier lors d'un banal, j'allais dire, contrôle de police? On va essayer d'être le plus factuel possible. Donc, Cédric Chouviat, 42 ans, a été plaqué au sol par 3 policiers. Remets dans le contexte, s'il te plaît, Didier. Alors, il roulait en scooter. Alors, je vais revenir sur toutes les versions, etc. La version officielle, les trous dans la version, les vidéos. Je vais essayer d'être le plus factuel possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un contrôle routier, il y a un type de 42 ans sur un scooter qui est vers l'avenue de Suffren, qui est arrêté parce que, disent les policiers, il conduit en ayant un téléphone portable, en téléphonant. Parce que c'est honnête, hein. Voilà. On ne peut pas remettre en doute quand même. Alors ça. voilà. Si, après, on verra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est interpellé, il a des mots un peu durs. Et rébellion, ça s'appelle. Voilà, moi j'ai lu, non pas le rapport de police, mais j'ai lu le papier de Jean-Michel Descuigis, que je connais un peu, qui est un journaliste sérieux et qui a pu avoir accès au rapport de police, où il dit aux policiers,
mais vous êtes des guignols, Vous avez que ça à foutre, comme vous avez que d'habitude. ça à foutre, vous êtes des grattes, je sais pas quoi. Voilà. Permets-moi de faire juste la Ouais. parenthèse de ce que tu dis là. Le problème, c'est que les policiers entendent ça à longueur de journée tout au long de l'année. Voilà. Il faut savoir. Alors, Les gens n'acceptent plus attendons, l'autorité. avant de faire des commentaires, Bien sûr, essayons de nous concentrer vraiment sur les faits. Donc, il y a une altercation, et lui, donc je pense que les policiers répondent, c'est ce qu'on n'a pas le son, mais c'est ce qu'on comprend. Il le repousse plusieurs fois. Lui, il filme, il dit, mais moi, j'en ai marre, etc., je vous filme. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, il est à terre, il tombe. Alors, les policiers disent que, en fait, il a trébuché en reculant, qu'il Oui, est tombé sur oui, les policiers. Un policier a eu mal au genou, et donc ils l'ont fait pivoter sur le sol, face à terre. Ce qu'on fait sur l'interpellation classique. Voilà. C'est pas Et exceptionnel. les gens qui ont filmé disent non, ça s'est pas passé comme ça. C'est un policier excédé qui est arrivé derrière, qui lui a fait un étranglement, qui l'a mis au sol, et ensuite ils se sont mis à trois sur lui pour essayer de le stabiliser. Toi et moi, on a fait des arts martiaux. Toi, tu es champion de lutte. Moi, j'ai fait pas mal de judo. On sait les clés d'étranglement. On sait quand on exerce une pression sur le thorax, quand on est comme ça dans l'autre sens, et une pression à la fois sur la pomme d'Adam et sur le haut du dos, on bloque la respiration. Il y a un effet de panique. Il suffit de 5 à 7 secondes pour être en total manque d'oxygène, pour que le cerveau ne soit plus irrigué et pour que les dégâts soient irréversibles, neurologiques ou la mort. Alors il y a une première question, c'est que déjà, on verra après les différentes versions, mais déjà, je vais lire, j'ai récupéré un peu les différentes versions. Donc, que disent les images? Lors du contrôle, avant d'être mis au sol, Cédric n'agresse pas les agents, mais les filme, c'est ce que disent les gens qui filment. Encore casqué, il est plaqué au sol sur le ventre par 3 policiers, qui persistent à se maintenir sur lui alors qu'il montre effectivement des signes d'épuisement. Donc l'avocat de la famille, Ariel Halimi, on avait l'autre avocat, Maître Bourdon, ce matin sur Sud Radio, donc a déposé plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et donc un témoin, un automobiliste témoin, auteur d'une des vidéos, ne filme pas, dit-il, ce genre de scène d'habitude, mais lorsque 3 policiers sont mis sur lui alors qu'il était plaqué au sol, il sent que ça tourne mal, enregistre la scène avec son téléphone. Un autre, celui qui était à bord du camion de livraison, il dit « Je l'ai vu filmer le contrôle qu'il subissait des policiers, j'ai trouvé cela courageux de sa part. C'est pour cela que j'ai commencé à le filmer, sans savoir ce qui allait lui arriver. Je me suis seulement dit qu'à sa place, je ne serais pas capable d'autant de force, je trouvais ça bien. » Ce père de famille, donc, il est de 26 ans, il est encore perturbé par ce qu'il a vu, et il dit c'est choquant, parce que les policiers se sont acharnés sur un homme à terre, etc. Après, on va commenter, je dis vraiment, j'essaie de mettre en place un peu tous les éléments les plus factuels. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, le père de Cédric Chouviat, Christian Chouviat, qui a fait une conférence de presse avec son avocat, on ne va pas la commenter, c'est un père meurtri, c'est un père blessé, il a perdu son enfant, qui est en plus père de famille, père de 5 enfants, voilà. Et donc, le père de la victime est alerté par le GPS du scooter de son fils, qui est resté immobilisé plus d'1 heure, puis conduit au commissariat du 7e. Donc, il envoie donc un livreur auquel les policiers signalent que Cédric n'est pas présent dans leurs locaux, et il dit « On ne savait pas où était mon fils. Nous avons appelé les hôpitaux, n'étant pas mis aux urgences, mais directement en réa. Nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Son épouse, donc sa belle-fille, a dû se rendre à 2 reprises au commissariat, les menaçant d'y dresser un piquet de grève avant de savoir à 16h, soit 6 heures, là c'est un vrai problème encore une fois, après son interpellation, qu'il était à l'hôpital. Pourquoi avoir gardé sous silence son état? Et ça déjà, ça crée du trouble, parce qu'on l'a vu pour Geneviève Leguet, etc. Il y a toujours une première version qui est donnée, soit par la préfecture, soit par le parquet qui veut dissimuler un peu les éléments, il est mort d'un arrêt cardiaque, on ne sait pas. Alors on voit bien en fait, après on va discuter effectivement des méthodes d'interpellation, est-ce que c'est licite, pas licite, le stress, la formation, voilà. Il n'en est pas moins vrai que, en tout cas, ce jeune homme, cet homme a perdu la vie,
même s'il a insulté ou manqué de respect, Ah, mais c'est sûr, on ne mérite pas de vernage. c'est cher payé, convient, c'est quand même évidemment. cher payé pour ce genre de réaction. Et comme je le disais dans un tweet, maintenant je me suis calmé parce que je suis sans doute un peu plus âgé, mais on a tous eu, j'ai jamais moi insulté de ma vie un policier, ni un gendarme. On a tous eu un peu des réactions un peu vives, quand parfois on est en train de livrer, on fait un déménagement, on s'arrête 20 secondes sur le truc, le type sur un passage clouté ou en mettant en warning, le type arrive, il y a des échanges vifs, ça peut vite tourner au vinaigre. Et donc là, effectivement, ce qu'on est en droit d'attendre, c'est une maîtrise de la part des policiers, parce que si on ne peut pas maîtriser une foule, si on ne peut pas maîtriser un individu, avec l'adrénaline, avec des tas de questions, etc., les forces de l'ordre doivent, en toutes circonstances, garder la maîtrise d'eux-mêmes. Oui, mais Didier, on Alors, peut le dire derrière un micro on peut ensemble, le dire, j'ai aucun voilà. souci, moi, de te le dire aussi. Voilà. Hein, je peux te dire que, voilà. Mais Alors, après, il faut se remettre dans le contexte et dans la situation. Et alors là, ça change complètement d'abord, les choses. est-ce que, Bruno, selon toi, on ne va pas faire l'enquête à la place de l'enquête, il y a une enquête Surtout pas. judiciaire qui est ouverte, l'IGPN a été saisie. C'est Moi, normal. c'est normal, mais tout le monde doute de... La probité, oui. Non, pas de la probité, mais... On l'a dit avec les gilets jaunes, on va le dire sans arrêt. On a vu encore, là, il y a un classement sans suite, hein, tu vois, d'un CRS qui charge lors d'un acte des gilets jaunes, qui court, qui tape sur une femme qui est de dos, qui tombe, et classement sans suite. C'est vrai que les gens doutent. Et il y en a qui ont été sanctionnés aussi. Il n'y en a pas beaucoup. On l'a pas oui, beaucoup. mais Et donc, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, qui est confiée pour comme je l'ai dit tout à l'heure, homicide involontaire. Voilà. Et l'avocat a dit, nous aurions préféré que ce soit coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, selon toi, Bruno, est-ce qu'il y a déjà un problème de technique, premièrement, avant de parler de formation, de technique, parce qu'on sait que les polices, par exemple, belges, suisses, la police de New York, a complètement abandonné les techniques de plaquage au sol, oui. parce que elles peuvent mal tourner, et pas souvent, mais quand même régulièrement. Enfin, en tout cas, chaque fois qu'il y a un problème, c'est par ces techniques d'interpellation et de plaquage au sol, parce qu'on bloque la respiration, le visage devient bleu, le cerveau n'est plus irrigué, et on avait eu l'affaire Traoré, on en a eu d'autres, et c'est toujours un peu la même question. Est-ce qu'il y a déjà un problème de doctrine et de technique? Et ensuite, est-ce qu'il y a un problème de formation? Et enfin, peut-être éclairer un peu tout le monde en disant quelle est la réalité aussi des policiers au quotidien. Est-ce qu'on leur demande trop de choses? Est-ce qu'on tire trop sur la ficelle? Est-ce qu'il y a une impunité aussi? Parce qu'on leur demande d'être la voiture balai de la société, alors que c'est la voiture balai de la ça société. devrait être des problèmes politiques. Et voilà. Est-ce qu'il y a aussi de la frustration de la part de policiers qui, quand ils sont finalement un peu plus en roue libre ou un peu plus moins de danger, laissent libre cours un peu à leur pulsion? Ça, c'est aussi une question que je me fais un peu volontiers. Voilà, je pose des questions que tout le monde se pose. Voilà, autant de questions qui animent la société française. Et c'est vrai que moi, je l'ai constaté dans la rue. Je ne suis pas du tout anti-flic, et je peux en témoigner. On ne trouvera jamais dans ma bouche ACAB ou ce genre de truc, All Cops à Bastard, État policier, etc. Il n'en demeure pas moins que depuis que je filme, depuis un an, j'ai vu quand même des comportements qui m'ont un peu interrogé. Voilà. Et je n'avais pas l'habitude de voir, je n'avais pas l'habitude de cette police-là. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais peut-être commencer par le début. Est-ce qu'il y a un problème de doctrine? Est-ce qu'il y a un problème de technique policière qu'il faudrait revoir? À chaque fois qu'il y a ce genre de drame, parce que oui, effectivement, c'est un drame, hein, un garçon qui meurt sur une interpellation, c'est sûr que c'est un drame. Il faut savoir en même temps que en France, il y a un nombre considérable d'interpellations qui sont faites tous les jours, hein, et qui ne tournent pas comme celle-là, heureusement. Donc ça veut dire que le métier de policier d'abord est compliqué et que les policiers font leur travail tout à fait honorablement. Ça, je crois qu'il faut quand même le signaler. À 99,9%, je le dis et je persiste à le dire, même par rapport à ce qu'on a pu voir avec les gilets jaunes et les dérives qu'il y a pu avoir ou les dérapages qu'il y a pu avoir. Encore une fois,
il y a l'IGPN, il y a la justice. D'abord, laissons faire la justice en ce qui concerne cette affaire-là, parce qu'on est en train de faire tous le bilan, les journalistes, les commentateurs, etc. Et on est en train de juger directement la police. S'il y a faute, elle sera effectivement mise en avant et le tribunal tranchera là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi je crois qu'on est rentré dans une société de plus en plus violente, mais ça on le sait. Ce qu'on a connu, nous, dans notre jeunesse, puisqu'on a des âges à peu près concomitants, je dirais, la peur du gendarme, moi je l'avais, avant même de rentrer dans la police. On est rentré dans une société qui est ultra violente, quoi qu'on dise. On n'accepte plus rien. Et les policiers, moi que je côtoie, et j'en côtoie beaucoup, à travers les actions que tu as signalées tout à l'heure, qui viennent beaucoup m'aider sur des actions de rapprochement jeux de police, me disent les gens n'ont plus aucune tenue. Bon, et ça devient de plus en plus problématique pour le policier qui, tous les jours, je parle de la sécurité publique, donc c'est les garçons qui sont mis en cause sur cette affaire-là. Et encore une fois, c'est pas pour les protéger, je dis ça, je dis simplement, j'essaie de remettre dans le contexte et d'être complètement, de me satelliser par rapport à cette situation. Les policiers Alors je fais juste un aparté parce que les gens me demandent pour intervenir. Moi je suis d'accord, j'ai vu qu'il y avait Maxime là qui voulait intervenir. Il faut juste que vous me donniez la manip, je ne sais plus comment ça marche. Je ne suis pas un féru de cette technique-là encore. Donc je crois qu'il faut demander à faire partie du live, j'appuie quelque part, si vous pouvez m'expliquer comment ça marche et j'y vois bien sûr pas d'inconvénient. Voilà. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc voilà, on est rentré dans une société qui est ultra violente, on l'a vu avec ce mouvement Gilets jaunes d'ailleurs, hein, qui a été le déclenchement de beaucoup de choses dans notre société. Et les policiers sont le dernier rempart. Ce que tu disais tout à l'heure, on est la poubelle de l'État, de la société, c'est-à-dire on prend tout dans la gueule. Et on est obligé de régler tous les problèmes de névrose de nos sociétés, de schizophrènes, parce qu'il y a de plus en plus de schizophrènes, c'est tout bête à dire, mais c'est vrai, d'une société et de gens qui sont de plus en plus violents, qui n'acceptent plus du tout l'autorité, qui n'acceptent plus même la règle, au-delà de l'autorité, parce que le policier n'est pas là pour faire de l'autorité pour de l'autorité, mais là, au moins tout simplement, faire appliquer la règle. L'exemple de ce garçon, ce triste exemple de ce garçon, c'est il est en scooter, il a un téléphone à la main. Le gars, il est père de 4 enfants, 5 enfants. Bon, les policiers l'interpellent parce que c'est pas autorisé par la loi. On peut mettre ça de côté, c'est banal peut-être pour plein de gens maintenant. Mais en même temps, ce garçon, il risque sa vie, il a juste 5 enfants. Il risque sa vie et il risque la vie de d'autres personnes en roulant dans Paris avec un téléphone à la main. C'est juste la petite parenthèse. Il se fait interpeller, l'interpellation tourne mal. Alors, évidemment, les vidéos et tout ce qu'on peut voir maintenant en live qui font le procès avant le procès souvent, montrent effectivement un garçon qui est plutôt récalcitrant, qui tape à la fenêtre des policiers, les policiers s'arrêtent, reviennent vers lui, le repoussent. Bref, ça dure un petit moment, cette scène-là. Hein. Et au bout d'un moment, vu qu'il y a rébellion caractérisée, les policiers l'interpellent. Alors, ils l'interpellent en le mettant au sol. C'est une technique qui est faite traditionnellement, je dirais, et tous les jours, hein, tout au long de l'année, partout en France, hein, par les commissariats, par des BAC, par des BRI, par tous les gens qui travaillent dans le domaine de la police. Il est interpellé, il est mis au sol pour être menotté. Le problème, et là, ce qu'on dit, puisqu'effectivement les policiers s'acharnent sur lui, l'acharnement, je n'y crois pas. Simplement, les policiers ont voulu faire cesser la situation d'un garçon qui était sûrement très stressé, puisqu'il a insulté les policiers, etc., et qui ne voulait tout simplement pas se laisser faire. Et pour interpeller quelqu'un, je peux vous assurer, pour le menotter, si on fait un man-to-man, comme on dit, un contre un, c'est pas possible. On n'est pas dans un quartier à se battre comme ça. Les policiers veulent faire cesser l'infraction le plus vite possible. Et ce gars-là, je pense, très sincèrement, mais encore une fois, l'enquête le dira, s'est débattu comme un malade, parce qu'il n'acceptait pas la situation, et ça a mené à cette tragédie. Et très sincèrement, je ne pense pas que le policier qui a fait ça, l'étranglement, c'est-à-dire la maîtrise, peut-être un manque de maîtrise dans ce qu'il a fait, la peur, la tension qu'il y a eu dans ce moment-là, a fait qu'on est arrivé à cette tragédie. Voilà ce que je veux dire. Donc le policier, on ne peut pas traiter le mec d'assassin comme ça, c'est pas vrai. Et il y a sûrement eu une faute de sa part dans la maîtrise de l'acte, mais on ne peut pas, franchement, je ne peux pas le croire, c'est pas vrai. Un policier n'a pas intention, lorsqu'il va travailler tous les matins, de dire je vais interpeller quelqu'un, je vais tuer quelqu'un. C'est pas, enfin, je veux dire, dans la déontologie, c'est impossible. Donc je pense que, voilà, il y a un problème de remettre cette situation dans le vif, dans le vrai, dans ce qui s'est passé réellement, et de se mettre à la place même du policier, qui ont subi une vraie pression de la part de ce personnage, et à un moment donné, force doit rester à la loi. Effectivement, ça tourne mal,
c'est tragique, mais encore une fois, ce type d'intervention se fait, je peux vous assurer, moi j'ai téléphoné à un nombre de mes collègues un peu partout en France suite à cette tragédie, mais c'est toute la journée que ça se fait, des interpellations comme ça, des menottages, etc. Celle-là a mal tourné, effectivement, il y a eu un problème, et que la justice va résoudre, je n'en doute pas, mais encore une fois, il y a eu un problème, et je pense que, encore une fois, laissons la place à la justice et arrêtons, nous tous, de faire la justice avant la justice, quoi. C'est ça. Mais est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, après Charlie notamment, il y avait eu une fusion, oui, j'allais dire, oui, ça a duré 15 jours. Entre la police et la population. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un rejet de la police. Il y a un peu moins pour les gendarmes, beaucoup moins d'ailleurs, parce qu'il y a moins de problèmes. Il y a un rejet de la police dans la population. Est-ce que tu peux comprendre que les gens, après avoir vu quand même un certain nombre d'éborgnés, puisqu'on a vu que même si le ministre de l'Intérieur est allé dans une émission de télé en disant regardez, voilà, on ne doit pas filmer, on ne doit pas viser, voilà, où on peut viser le torse, on peut viser les jambes, on n'a pas le droit de viser les parties génitales, on n'a pas le droit de viser le visage. Moi, je peux te dire, j'ai été dans bon nombre d'actes, c'est le visage qui est toujours visé, quoi. C'est quand même un problème. Quand il y a énormément de violence, alors je ne dis pas qu'il faut incriminer toute la police, ce n'est pas du tout mon propos, mais est-ce que ce n'est pas inévitable quand on n'a pas de solution politique, on l'a vu encore aujourd'hui avec les grévistes, puisque ça a commencé avec les gilets jaunes, mais ça a commencé même avant les gilets jaunes, mais sauf que là, avec les gilets jaunes, ça a pris beaucoup d'ampleur, effectivement, ça a continué avec les grévistes, et on a l'impression que chaque fois, la réponse, elle est policière. Et donc les gens aujourd'hui, si tu veux, ça devient insupportable, les gens se disent, mais je vais me faire contrôler, même si ça peut arriver de péter un câble, le type travaillait, était peut-être à la bourre, en colère, même si ça l'excuse pas. Mais le policier sa femme lui-même, l'a dit, il a été insultant. Sa femme lui-même l'a reconnu. Est-ce que ça mérite? Mais le policier n'a pas l'intention de tuer ce gars-là. On est d'accord là-dessus. C'est un concours de circonstances très malheureux, ce que je dis. Voilà, je ne peux pas dire que le policier c'est un assassin en puissance, en disant celui-là, tiens, il va mourir. Non, ce n'est pas possible. Enfin, on peut pas catégoriser ça de cette façon, quoi. C'est clair. Je suppose que même le policier doit être très mal. Parce que voilà, c'était un moment donné, un moment T, et parfois la violence, on a beau être formé, on a beau être tout ce qu'on veut, on reste que les êtres humains, il faut arrêter, lorsque j'entends Monsieur Halimi, Maître Halimi, de faire des grands discours sur la police, je veux dire, il faudrait qu'il mette une tenue et qu'il aille sur le terrain voir un petit peu ce qui se passe réellement, il comprendrait un petit peu ce que c'est les vraies réalités du terrain, de ce que subissent les policiers. Ce ne sont pas des surhommes, les policiers, ce sont des gens qui sont formés correctement, normalement, et ça reste des êtres humains. Très sincèrement, je le dis, sans aucune arrière-pensée, que ce soit vraiment très Alors, clair. je vais prendre un autre téléphone, puisque là c'est compliqué pour prendre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais appeler Maxime Nicole, j'ai vu qu'il voulait intervenir, et on va mettre le haut-parleur. Donnez-moi 2 secondes, et ça va le faire. Voilà. Il y a toujours une solution. Donc, on va essayer d'appeler Maxime. Je crois qu'il est bloqué sur les... qu'il ne peut plus faire de live. Si Maxime m'entend, eh ben, on va essayer de le prendre. Je suis en train de t'appeler. Bon, il ne répond pas. Il rappellera tout à l'heure. Oui, donc, ce que je vous propose, plutôt que de faire des commentaires, c'est de poser des questions. Ben voilà, Maxime. Maxime, tu nous entends? Oui, je t'entends. Ça va bien, Didier? Ça va. Écoutez, je ne sais pas encore comment ça marche, là, pour te faire intervenir dans le... Il faudra que quelqu'un m'explique. Mais là... Les gens t'entendent, essaient de parler fort. J'ai mis le volume à fond sur un autre téléphone. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je regarde le live avec beaucoup de respect. Ce qui choque, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une interpellation qui tourne mal, on parle de bavure, on parle de débordement. Le problème, et j'en ai parlé moi lors d'un live hier soir, c'est que quand
a connaissance du fait qu'une méthode d'interpellation ou une méthode de maintien de l'ordre ou peu importe, quand on a connaissance du fait que des risques sont possibles et pas des petits risques, puisque là ça amène encore une fois au décès d'une personne, je pense que en conscience on peut se poser la question, quand on voit 3 policiers entourer un homme de 42 ans, on peut se poser la question de savoir si c'est utile et nécessaire d'utiliser ce type de force qui amène à prendre beaucoup de risques. Est-ce que c'est utile d'utiliser ce type d'interpellation et est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause, en tant qu'individu et en tant que policier, cette méthode d'interpellation? On l'a vu donc là avec Cédric, mais avec aussi d'autres personnes, et je pense que ça participe au fait que les citoyens français et une haine de la police. Alors moi, pour préciser, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter, je n'ai absolument pas de haine de la police. J'ai un problème avec les cons, et les cons, il y en a partout, hein, qu'ils aient un uniforme ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, on a 1 an de mobilisation, comme le rappelait Didier, 1 an de mobilisation citoyenne, via des grévistes, via des gilets jaunes, via des personnes qui ne le sont pas. Et voilà, on a un bilan très lourd. Plus de 25 éborgnés, des mains arrachées, des personnes qui décèdent suite à des interpellations. Je viens de comprendre que on peut à chaque fois dire il faut laisser la justice faire, sauf que on a vu à plusieurs reprises la justice blanchir des personnes qui ont commis des fautes et qui n'ont pas fait l'usage proportionné de la force. Et moi je me pose la question, je me dis à partir de quand les policiers vont remettre en question les ordres qui leur sont donnés et surtout, à partir de quand les policiers vont dénoncer leurs collègues, ceux du moins qui utilisent la force de façon non proportionnée et qui partent en roue libre, comme Didier le rappelait tout à l'heure. Alors ça fait beaucoup de questions, mais voilà, j'aimerais revenir à un climat de confiance avec les forces de l'ordre. Je pense que c'est quelque chose qui va être très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de débordements et que ça n'a pas été dénoncé. Et je voudrais savoir, vous, ce que vous en pensez en tant que policier, quand vous voyez une interpellation comme ça et ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que, ok, très bien, il y a les GPN, il y a la justice, on a vu leurs limites, on a vu ce que ça pouvait donner, donc on n'a aucune confiance en leur jugement. Et voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de tout ça. Bah, écoute, moi Maxime, j'entends bien ce que tu dis, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je crois dans mon discours, c'est que tout simplement, encore une fois, force doit rester à la loi, ça c'est une chose et c'est certain. Sur ce comportement spécifique, donc ce qui s'est passé avec ces garçons, je remets encore une fois dans le contexte général, il y a des centaines et des centaines d'interventions qui sont faites tous les jours, d'interpellations qui sont faites tous les jours. La méthode d'intervention telle qu'elle est, elle est faite, pourquoi elle est faite à plusieurs? Tout simplement, c'est pour arrêter l'action le plus rapidement possible, de façon à menotter la personne, de la mettre assise pour pouvoir la relever tout de suite et l'embarquer. C'est pour faire cesser l'intervention. On n'est pas évidemment comme dans un ring de boxe ou sur un tatami de judo, on va mettre un policier face au gars et puis en avant on va se battre jusqu'à ce que le meilleur l'emporte. C'est pas le but. Le but c'est que la police puisse faire cesser l'infraction le plus rapidement possible. En l'occurrence là il y avait insultes et tout ce qu'on peut imaginer aux policiers. Encore une fois, ce n'est pas pour justifier ce qui s'est passé, évidemment, cette malheureuse fin, c'est-à-dire ce garçon qui est décédé, c'est pas du tout mon propos, mais je veux dire par là que les policiers ont fait que leur boulot, qu'il y ait eu un manque de maîtrise à la fin d'un des policiers. Je veux bien admettre, je n'ai pas les éléments, hein, tu ne les as pas, Didier ne les a pas, et tous ceux qui commentent ne l'ont pas, on a juste ce qu'on voit à travers les images des médias et des téléphones et de certains avocats qui se font les avocats de façon spontanée sur ce sujet. Voilà, encore une fois, moi je pense que les techniques de police en termes d'interpellation sont reconnues partout. Moi, j'ai passé 36 ans dans la police, je connais ça, et j'ai travaillé sur tout un tas de méthodes comme ça, dans d'autres domaines évidemment, sur le terrorisme. Bref, tout ça pour dire encore une fois que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, puisque je vois qu'on fait un parallèle, un grand écart avec l'affaire des gilets jaunes et des gens qui ont été blessés. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Et surtout, lorsqu'on voit ce qui se passe dans une manifestation qui n'est pas organisée, d'ailleurs, et j'ai défendu souvent ce propos-là vis-à-vis pour la police, par rapport aux manifestations gilets jaunes, qui ont été, et tu en sais quelque chose, Maxime, puisque tu as été à la base avec Jérôme Rodriguez et d'autres de ces grandes manifestations, si
et je ne rebalance pas la faute sur vous, les gilets jaunes, évidemment, ça serait trop facile, mais si tout ça avait été peut-être organisé, coordonné, on ne serait peut-être pas arrivé à ces violences. Moi, j'en suis sûr et certain. Voilà. Alors moi, je voulais juste te dire un truc par rapport à ça. Parce que les manifs, il y en a eu. Non, la CGT en a organisé avec les services d'ordre et tout. Et il y a Bruno, jamais eu ce qui moi, s'est je vais passé. juste te dire, et Maxime en est témoin, moi, au début, je disais ça aussi. Je disais à tout le monde, organisez-vous. Mais ça fait partie de ce qui s'est passé. De dérive. Organisez-vous, déclarez les manifs, etc. Moi, j'ai quand même vu, je peux te dire, hein, mais vraiment, je suis honnête, que les manifs déclarés et les manifs non déclarés, ça finissait toujours en eau de boudin. Non, et que, non, mais non, si, les dernières, non. je peux te dire que les manifs déclarés, on était nassés, on faisait rentrer tout le monde, on se faisait taper La dessus. dernière place d'Italie a été interdite. Mais Non, elle a été interdite une demi-heure avant qu'elle se lance. Et donc il y a dissolution. Ah bah ouais, mais non, moi je crois. facile. Oui, mais je crois, Maxime, moi ce que je crois réellement, puisque tu as fait le parallèle avec les gilets jaunes et les gens qui ont été éborgnés, c'est triste, évidemment. Hein. Je ne m'en réjouis pas, moi, en tant que policier, évidemment. C'est pas tolérable. J'ai fait des émissions avec certaines personnes qui ont été handicapées. Ça ne m'a pas réjoui du tout. Mais encore une fois, si tout cela, on est tous fautifs, voilà ce que je voulais dire. Que ce soit vous, certains leaders, que ce soit les gilets jaunes de façon générale, que ce soit nous, la police aussi, puisqu'il y a eu des dérapages, compte tenu qu'on a dû adapter le maintien de l'ordre en prenant les gars des BAC, des BRI, et en mettant en place des cellules qui, l'idée de base n'était pas inintéressante. N'était pas intéressante pour pouvoir aller neutraliser ce mouvement Black Bloc qui est très, très mouvant. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas assez préparés, les policiers n'étaient pas assez préparés, et le ministère de l'Intérieur, encore une fois, hein, je ne suis pas mandaté par Cassaner quand je viens de dire ça, le ministère de l'Intérieur l'a reconnu, et ensuite est arrivé les fameuses braves, les gens en moto qui voilà. Mais je veux dire, il y a eu un contexte tellement exceptionnel où les policiers n'étaient pas préparés à ça, effectivement. On était préparés à du maintien de l'ordre classique, comme on en a vu pendant des années avec la CGT, la CFDT, etc., qui étaient coordonnés, organisés, etc., et j'ai jamais eu de gens éborgnés, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne veux pas balancer le bébé aux gilets jaunes en disant ça, hein, qu'il y a des éborgnés à cause des gilets jaunes. Je veux dire que tout le monde est responsable de ça. Voilà, tout simplement. Alors, pour remettre les choses un peu, parce que là, à chaque fois, ça vous parler de contexte, mais pour remettre un peu les choses dans le contexte, des éborgnés, il y en a bien avant les gilets jaunes. Il y en avait déjà eu avec l'ancien flashball. Oui, là, aujourd'hui, il y en a avec le LBD 40. Les formations de policiers sont pas à jour, et ça, on a par exemple Alexandre Langlois qui le dénonce, et moi qui travaille maintenant pour un média indépendant, j'ai eu l'occasion il y a 2 jours de préparer une interview qui va bientôt sortir avec un ancien gendarme qui a 17 ans de service et qui est en arrêt de travail depuis 1 an parce qu'il dénonce entre autres la façon dont est instrumentalisée certaines sections des forces de l'ordre, en l'occurrence la Bravem, que j'ai pu voir personnellement faire de la chasse à l'homme à Toulouse par exemple, à Paris, faire des nasses complètement hallucinantes où des personnes étaient matraquées de façon complètement arbitraire sans raison. Alors oui, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une majorité de policiers qui font correctement leur travail, mais il y a aussi une portion des policiers, si je peux les appeler comme ça, parce que pour moi c'est pas des policiers, c'est des des gardiens du désordre et gardiens du système qui matraquent à tout va, qui lancent des grenades de désencerclement en pleine foule sur des femmes, sur des enfants, etc. Donc je veux bien comprendre qu'il y a un contexte. Maintenant, il faut aussi avoir quelque chose qui finalement relève de l'humanité. Il suffit d'avoir du bon sens. Quand on voit que on nous donne l'ordre de charger, admettons, et que en face de soi, il y a une foule avec des femmes, des enfants, des retraités. On a pu voir le cas avec Geneviève Leguet, on a pu voir le cas avec Steve à Nantes, on a pu voir le cas avec beaucoup de personnes qui ont été blessées lors de charges qui étaient plutôt très violentes. On a même vu des charges où les policiers criaient comme une charge de guerriers pendant les guerres passées. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que on a toujours le même discours, c'est-à-dire il faut remettre dans le contexte et faire confiance à la justice. Quand je vois l'IGPN qui a tenté de blanchir l'affaire de Geneviève Leguet, quand on voit des procureurs qui ont tenté de mentir, quand on voit des préfets qui ont tenté de mentir, et quand on voit que la seule chose qui a fait que, finalement, la vérité est sortie, c'est les personnes qui filmaient autour, les témoins qui se sont acharnés pendant des semaines à diffuser les vidéos et à vouloir porter témoignage, chose que l'IGPN a largement refusée parce que beaucoup de témoins n'ont pas été auditionnés par l'IGPN, chose que la directrice de l'IGPN a aussi confirmée en disant qu'on lui donnait pas les moyens de faire des enquêtes. Donc au final, si l'IGPN n'a pas les moyens de faire des enquêtes, comment voulez-vous que des policiers qui ne font correctement leur travail soient remis en cause ?
J'ai aussi l'occasion de discuter avec des gendarmes et des policiers qui ne comprennent pas les ordres qui leur sont donnés et qui n'acceptent pas, donc qui se mettent en arrêt de travail ou qui refusent purement et simplement d'obéir à ces ordres. Didier, tu le sais, je suis ancien militaire. Quand on refuse un ordre, il y a une pression hiérarchique qui est mise. Il peut y avoir une carrière qui est stoppée. Il peut y avoir des menaces qui sont faites. Et ça, je le mettrai à jour parce que l'interview du gendarme que je sortirai met bien en lumière la pression hiérarchique qui peut aller jusqu'à la demande d'un colonel d'enquêter sur la vie privée d'un policier pour essayer de lui mettre des pressions. En fait, je pense que si vous voulez retrouver le blason d'honneur de la police nationale, je pense qu'il faut dénoncer ce genre. Pour moi, c'est pas des débordements. Quand on en arrive à une arrestation qui paraît banale, un homme de 42 ans qui invective un peu les policiers, c'est pas non plus un acte de terrorisme, ça ne mérite pas de se faire étrangler. Et quand on voit que l'autopsie relève une fracture du larynx, c'était pas non plus une arrestation en douceur. Moi, je pense que les policiers qui ont commis ça devraient, comme on le fait pour des citoyens lambda qui commettent une infraction, devraient être temporairement démis de leurs fonctions en attente du jugement, dans le doute, dans l'idée de se dire la police doit avoir une bonne image parce qu'elle doit protéger la population. Là, il y a un doute. Dans le doute, on retire ces 3 fonctionnaires de police de leurs fonctions et on demande une enquête qui est complètement transparente. En l'occurrence, mais c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. À mon avis, ils sont suspendus. Ils ne sont pas repartis travailler ce matin. C'est clair et net, vu la situation. Mais, dans ces cas-là, ils sont suspendus. La moindre des choses, ce serait de le communiquer publiquement. Encore une fois, parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que des policiers avaient été sanctionnés par la justice. On n'a pas encore publiquement. La police ne communique pas là-dessus, c'est vrai, sûrement. Il y a sûrement du vrai là-dessus, effectivement. Bon. On pourrait peut-être communiquer sur le fait que des sanctions sont données. Et c'est la vérité. Moi, j'ai passé 36 ans, j'en ai vu nombre de policiers être sanctionnés. Et pour finir, et pour vous laisser la parole, parce que je parle beaucoup, vous dites depuis tout à l'heure, force doit rester à la police, force doit rester à la justice. À la loi. Alors c'est quelque chose que je suis en partie d'accord, en partie pas d'accord, mais on va dire que ça paraît logique puisqu'on peut pas être dans un système américain où tout le monde a une arme et tout le monde se défend. Très bien. Maintenant, je pense que la justice, puisqu'elle détient la force, elle doit être utilisée de façon proportionnée, mais elle doit aussi montrer l'exemplarité. Quand un fonctionnaire de police lance un pavé, par exemple l'affaire du policier qui a lancé un pavé, on ne peut pas un gilet jaune qui lance un pavé et le voir avoir des mois de prison ferme avec une forte amende et dans le même temps avoir un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique avoir des mois de prison en sursis et une faible amende. Je suis d'accord, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème pour le dire. Le CRS ou le gendarmerie, le CRS qui a rejeté le caillou, effectivement, je repositionne ce que je dis même. Je peux comprendre que le mec pète les plombs, mais qu'il réagisse en rebalançant le caillou, c'est clair que c'est pas son rôle. Ça, j'en suis convaincu et Non, mais je pense qu'un policier ne doit pas péter les plombs. Je prends un exemple. Moi, j'étais militaire. Si on m'a donné une arme de guerre dans les mains, j'avais un FAMAS. Donc c'est un calibre de 5,56 et c'est une arme qui tire en rafale à des centaines de mètres. Si on n'est pas capable en tant qu'être humain de maintenir sa colère, sa frustration ou peu importe le sentiment humain qu'on peut avoir à un moment on en devient dangereux pour soi-même et pour les autres. Je prends l'exemple, si dans une unité de maintien de l'ordre il y a un seul personnel qui fonce dans le tas parce qu'il pète un plomb, il met en danger la totalité de la section avec laquelle il est en train de faire du maintien de l'ordre. Au même titre que quand il y a une utilisation qui est non légitime de la force, et là je prendrai un exemple à Bravem et la BAC, quand on les voit charger comme des fous dans les ruelles de Toulouse par exemple, où c'est vraiment de la chasse à l'homme, où on matraque dans le dos, où on tire des femmes par les cheveux en les traînant sur des dizaines de mètres sans forcément avoir de raison, puisque peu importe si elle est, on va dire, agressive, etc., l'équipement qu'a un policier en maintien de l'ordre lui permet de recevoir même juste, regardez, je prends un exemple, Christophe Détaillé, il a mis des coups de poing sur un bouclier en plexiglas. Je comprends que le policier ait eu peur, je comprends que le policier a craint pour sa vie, mais moi qui étais 2 mètres derrière Christophe Détinger, si la volonté de Christophe Détinger était de tuer un personnel des forces de l'ordre, on était sur un pont, il y avait la Seine juste en dessous et vous avez un équipement qui dépasse les 30 kilos. Il l'aurait fait s'il avait voulu le faire. Là, c'est le cas, il a donné des coups de poing, alors ce qui peut être répréhensible, il y a des lois, voilà, ok, très bien. Maintenant, je voudrais rappeler, et je voudrais recontextualiser quelque chose.
si l'État faisait correctement son travail, si les richesses étaient correctement distribuées, si les lobbies arrêtaient de donner leurs lois et de faire passer leurs lois en force à Bruxelles pour les faire appliquer dans les pays de l'Union européenne, on n'aurait pas des personnes, en l'occurrence, je rappelle le chiffre que Didier a sorti tout à l'heure, 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, policiers compris, puisque là on parle de citoyens français et pas de classe sociale. Tous les citoyens français qui sont dans des situations de précarité et tous les citoyens français qui viennent à perdre la vie en se donnant la mort, en l'occurrence le chiffre 10 à 15 000 suicides par an à cause de la pauvreté, s'il n'y avait pas cette tension et cette violence psychologique et financière appliquée aux citoyens tous les jours, il n'y aurait personne dans les rues, il n'y aurait pas de manifestation, il n'y aurait pas de colère dans les rues. Moi, ce qui me gêne, Maxime, dans ce que tu dis là, par rapport aux manifestations, puisque je vais revenir là, le contexte après économique et autres, ok, ça génère de la violence, ça génère tout un tas de choses, mais je voudrais qu'on revienne quand même quand tu me dis sur Toulouse. Moi j'habite à Toulouse, donc je connais bien, et j'y suis allé sur les manifs. Regardez, je suis resté en marge, et quand j'ai vu que ça bardait, je me suis cassé parce que j'avais peur de prendre une grenade sur la gueule ou bien un parpaing des jeunes qui venaient manifester. Donc même si j'ai été au raid pendant 15 ans, j'ai eu peur, je me suis barré, ça m'a évité de prendre un parpaing sur la gueule. Et c'est la vérité ce que je dis. Oui, non, absolument. Mais pour autant, tu oublies quand même dans ce que tu dis, ok, je peux comprendre, les charges des CRS, les charges des gendarmes mobiles sur des gens qui viennent en famille, etc. Tu as juste omis un truc, c'est le mouvement Black Bloc là-dedans. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que, effectivement, ça a l'air d'être des super gentils qui protègent la pauvre population qui vient manifester contre les méchants flics, contre les méchants gendarmes. Mais le mouvement Black Bloc, il y a un excellent bouquin de Derry qui est sorti là-dessus, qui explique le mouvement Black Bloc. Dans tous les pays du monde, les Black Blocs existent. Quand on regarde un petit peu les attitudes qu'ils peuvent avoir, c'est des caméléons, ils sont capables de se fondre dans la foule, ceux qui savent très très bien faire, soit pour protéger la foule de façon pacifique, soit de façon très violente pour aller affronter les flics, etc. Et ces mecs-là, tu n'en as pas parlé, mais en même temps, vous êtes un peu de connivence avec, si je veux dire, parce que alors, moi je peux pas admettre ça, je peux pas admettre ce que tu dis. Ben oui, mais à cause des Black Blocs, les familles qui viennent manifester, parfois en prennent plein la gueule. Eh oui. Ça, je suis malheureusement, et je te le dis à tout. Je vais parler des Black Blocs parce que j'ai eu l'occasion de discuter et de les voir, ces fameux Black Blocs. Il y a plusieurs types de personnes qui sont sur les têtes de cortège et qui sont entre la police et les manifestants. Il y a les Black Blocs que j'ai régulièrement vus et qui, en général, à 95%, n'agressent pas les forces de l'ordre en premier. Alors, je justifie aucunement la violence qu'elles viennent d'un côté et de l'autre. Par contre, moi, ce que je mets encore une fois devant, et ça a été validé par plusieurs personnes qui font partie des syndicats de police et qui font partie des gens qui s'occupent du maintien de l'ordre, entre guillemets, on a Linda Kebab, que je supporte pas personnellement, mais qui a dit quelque chose de très intéressant, qui a dit que les Black Blocs étaient tous fichés, on savait d'où ils venaient, qui ils sont, quand est-ce qu'ils arrivent, d'où ils viennent. Moi, j'ai vu, par exemple, des groupes de personnes cagoulées. Je suis incapable de vous dire si c'est des Black Blocs, si c'est des policiers en civil. Je sais pas, parce que j'ai aussi vu des policiers en civil en cagoule, par groupe de 10 ou 20, casser des choses et repartir aussi vite. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, moi, la question que je pose, c'est, à chaque fois, on prend l'exemple de, oui, mais il y a des Black Blocs, donc on est obligé d'intervenir. Mais vous avez la possibilité, puisque vous les connaissez, puisque vous savez qui ils sont, puisque vous savez qu'il va y avoir des dégradations, de les interpeller en amont, et les ordres ne sont pas donnés. Donc, à un moment donné, quand on vous donne un ordre, on vous dit, moi par exemple, j'ai déjà été voir des policiers en disant, bah là par exemple, il y a quelque chose qui est en train de brûler, il faut intervenir. Il y a quelqu'un qui est blessé, il faut intervenir. On m'a répondu quoi? On m'a répondu, j'ai pas l'ordre, démerdez-vous. Donc, je veux bien qu'il y ait encore une fois cette excuse de Black Bloc. Sauf que les Black Blocs, vous pouvez les interpeller avant. Les casseurs, vous pouvez les interpeller avant. Et vos collègues qui sont, et là c'est très important ce que je veux dire, sans RIO, donc non identifiables, et les rendant possiblement capables de commettre n'importe quelle bavure sans être reconnus par la suite. Et on le voit à chaque fois qu'il y a un tir mutilant ou qu'il y a, par exemple là, Geneviève Leguet, par exemple Cédric qui est décédé. Est-ce que les RIO seront présents? Est-ce que les policiers seront identifiables? Moi par exemple, pour être très précis, et là je parlerai de mon cas personnel, j'ai été menacé de mort par un personnel de la brigade anticriminalité à Toulouse qui m'a braqué un LBD à 50 cm du visage en me menaçant de me tirer dessus si je revenais dans une manifestation. J'ai déposé plainte, j'ai fait un signalement IGPN et la plainte du parquet de Toulouse a été classée sans suite parce que le personnel en question n'avait pas de RIO et je n'ai pas pu donner le RIO, donc il était non identifié.
Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a une obligation légale. Encore une fois, la police se doit d'être exemplaire quand on veut Mais tu faire parles appliquer la loi. Tu parles d'un cas, Maxime. Le gars qui t'a dit ça, évidemment, il a dit une grosse connerie. Il aurait fait mieux Non, moi, de se taire. Mais t'as des centaines de policiers qui. C'est ça le problème, c'est que chacun prend son cas en particulier. Et effectivement, il y a des dérives. Il y en a. Le problème, c'est que je l'ai vu des centaines de fois sur des lieux de manifestation complètement différents, dans des villes complètement différentes. Et je pense que c'est ça qui discrédite tout. C'est-à-dire que vous avez 90% minimum de policiers qui font correctement leur travail et vous avez une minorité de policiers qui font des bavures et qui sont en roue libre. Ça, on est tout à fait d'accord. Et c'est un discours que j'ai depuis. Moi, ce que je propose à ce Il faut stade, dénoncer. voilà, mais c'est sûr, c'est de faire un petit résumé. Je vais regarder Philomène, oui. Lélie, Jabé, je ne sais pas qui c'est, mais je vais la prendre. Donc, on peut résumer un certain nombre de choses. Un, effectivement, on ne va pas combler aujourd'hui le hiatus qui s'est fait jour entre la population et la police. Bon. Je pense que, et moi je peux confirmer ce qu'a dit Maxime, puisque par exemple le 26 mars, lors des différents actes, on savait qu'il y avait des gens qui allaient arriver, que ça allait être le bazar, on les a laissés rentrer, on a été nassés, on n'a pas pu sortir, et on s'est fait fracasser pendant des heures et des heures. C'est le jour où il y a eu toutes ces exactions sur les Champs-Élysées. Seul, je le répète, je l'ai dit, je l'ai filmé, la boutique du PSG, Louis Vuitton, était protégée, tout le reste c'était open bar. Et tout ce qu'on met dans le terme Black Bloc, il y a beaucoup de gens en noir, il y avait peu de Black Bloc, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur la fin piller, je peux te dire, ce n'était pas des Black Blocs. Hein. Ce n'était pas les policiers non plus. C'était pas pas les policiers. Non, c'était pas les policiers. C'était pas les policiers. Bien qu'on n'aime pas les flics, mais quand même. Voilà. Non, ça c'est clair. Bon. Donc je pense qu'effectivement, à la lumière de tout ce qu'on a vécu depuis un an, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. D'abord, les solutions politiques, c'est pas nous qui les avons, mais on peut pas, comme ça, sans arrêt, réprimer la population. En envoyant la police aux avant-postes, ça ne peut pas marcher. À un moment, des drames, il y en aura encore. Mais à tout le moins, ce qu'on pourrait au moins se mettre d'accord là-dessus, que les policiers aient un uniforme, c'est la moindre des choses. Un uniforme. Quand on fait du maintien de l'ordre, on a un uniforme. Mettre des gens de la BAC, de la BRI, etc., même si on fait du saut dessus, je ne suis pas sûr que ce soit... la meilleure. On a besoin de le faire, si, c'est une réponse. Mais pourquoi à l'adapter peut-être, mais c'est une réponse. On connaît en amont les gens, tout le monde le dit. Linda Kebab, tous les. Mais oui, mais on ne peut pas arrêter des centaines et centaines de gens. Pourquoi mais les mêmes qui critiquent la police vont dire on n'est plus dans un état de droit, on arrête des gentils gars qui viennent. Mais on connaît parfaitement l'état des Il faut le faire parce que ça rendra service à tout le monde. Les gens. C'est impossible à faire. Les gens qui sont, je ne sais pas si c'est des Black Blocs. Les plus violents sont interpellés. Les gens qui viennent foutre le bordel dans les manifs, ils ne rendent ni service aux manifestants, ils rendent service à personne en fait, parce que ça dégénère, etc. Deuxièmement, le RIO, ce serait quand même la moindre des choses, puisqu'on voit bien. Ça a été demandé plusieurs fois. Chaque fois, le RIO. C'est obligatoire, c'est pas la moindre des choses. Non, mais justement, c'est obligatoire, c'est dans le code de déontologie de la police, c'est dans les textes de la police. C'était Valls qui l'avait remis en. C'est voilà, etc. On a envie de savoir à qui on a affaire. C'est pas la suspicion généralisée. Mais moi, je veux dire, quand je fais mes lives, etc., je suis à visage découvert. Quand je prends des prises de position, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie, je signe, je mets ma fonction, mon âge, mon nom, mon prénom, ma photo. L'anonymat, dans un état de droit, c'est quand même au même titre d'ailleurs qu'avec nos réseaux sociaux d'ailleurs. Hein. Quand on voit les insultes et les menaces qu'on peut recevoir parfois par les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'on est dans une société qui est vraiment violente, parce que Maxime Nicole comme Jérôme Rodriguez, ils assument, hein, ils donnent leur nom, leur prénom. Mais quand on voit les attaques, mais c'est là où on voit la société à quel point elle est malade. Des gens qui vident leur haine avec des pseudos, ça me rend fou. Moi, je marque Bruno Pomar, j'ai pas peur, j'ai pas aucun souci. Ça, je trouve ça pitoyable et même lâche. On peut ne pas aimer la police, mais qu'on l'assume et qu'on le dise ouvertement. Je m'appelle un tel, j'aime pas la police. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie société qui est malade, parce que les gens se lâchent sur nos réseaux sociaux, effectivement. Hein, on n'aime pas la police, bon, mais pourquoi pas. Moi, j'aime tout le monde et j'ai envie que les choses avancent. Et c'est pour ça que, et tu le sais, que Dieu sait si je suis investi dans beaucoup de choses. Et je ne suis pas à protéger la police. Je l'ai entendu tout à l'heure d'ailleurs lorsque tu as annoncé ma venue, que je protégeais devant les médias, etc., coûte que coûte la police. Je la défends, la police, mais je n'ai jamais dit que la police ne commettait pas d'erreur. Effectivement, ça serait totalement aberrant de le dire. Voilà, j'assume aussi. Voilà. Et je voudrais terminer juste sur une chose par rapport au RIO. Plusieurs fois, j'entends des représentants policiers dire que la justice doit faire son travail et qu'il faut faire confiance à la justice.
Je rappelle quand même que l'article 434-27 du code, alors c'est le code de la sécurité intérieure, dit que tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. Ça veut dire que quand vous ne portez pas de RIO, vous encourez des sanctions pénales qui ne sont jamais appliquées. C'est-à-dire qu'un officier de police ou un officier de gendarmerie, c'est-à-dire qu'un dépositaire, une personne dépositaire de l'autorité publique ne respectant pas la loi en ne portant pas son RIO et en se rendant non identifiable lors de n'importe quel acte qui soit du maintien de l'ordre ou d'interpellation, le rend pénalement responsable et pénalement répréhensible, et ce n'est jamais appliqué, et ça on le voit depuis 13 mois. Moi j'aimerais par exemple que les représentants syndicaux de policiers, ceux de Vigie le font, par exemple Alexandre Langlois ou Noah Manoir le disent clairement. Ils sont absolument contre le fait que les personnels et leurs collègues ne portent pas ce RIO, parce que quand on n'a rien à se reprocher et qu'on applique des ordres et qu'on le fait de façon humaine en respectant le code de déontologie policière, on n'a pas à avoir peur de porter un identifiant. Et je rappelle que c'est un identifiant qui ne donne ni accès au nom, ni au prénom, ni à l'adresse du personnel qui le porte. C'est le référentiel d'organisation, je sais plus RIO ce que ça veut dire, mais je l'ai plus là. Mais voilà, c'est un numéro, un peu comme un numéro de matricule militaire, qui ne donne accès à aucune information personnelle. Donc un policier qui ne porte pas son RIO, c'est volontaire, il y a des possibilités de le mettre partout sur le plastron, à droite, à gauche, et normalement c'est pénalement répréhensible. Et la loi, la justice ne fait absolument rien, le ministère de l'Intérieur ne fait absolument rien, le préfet de police, monsieur Lallemand, ne fait pas appliquer cette obligation légale non plus, donc il y a quand même une volonté politique et une volonté hiérarchique de laisser partir certains en roue libre. Malheureusement, ça mélange des personnels de police qui font correctement leur travail et qui sont sur des missions complètement différentes, comme ceux qui sont à l'intérieur de brigades territoriales de gendarmerie, qui eux font, je sais pas moi, du tapage nocturne, de la violence conjugale, etc., qui eux font un travail qui est nécessaire. Eux aussi sont en danger. Pourquoi ? Parce que certains de leurs collègues commettent des exactions. Et moi, encore une fois, je voudrais préciser une chose. Une bavure, c'est quelque chose qui se produit une fois tous les 2, 3, 4 ans. C'est quelque chose qui sort du cadre légal et qui a été fait individuellement par un personnel qui pète un plomb. Ça, c'est une bavure. Maintenant, ça se produit toutes les semaines depuis des années. Enfin, depuis une année déjà, toutes les semaines, mais ça fait des années que ça se produit, et dans les quartiers aussi. On peut pas parler de bavure, on peut pas parler de quelque chose de ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la norme, comme disait Didier sur son tweet hier. On est en train de normaliser des débordements qui amènent à des décès, et c'est absolument malsain, non seulement pour les citoyens, mais en plus pour les policiers. Je vous ai entendu dire quelque chose tout à l'heure qui est assez impressionnant. Vous avez fait une longue carrière de policier et vous avez dit j'ai eu peur de prendre une grenade en manifestation. Si vous n'avez rien à vous reprocher et que vous êtes un manifestant pacifique, théoriquement, vous n'avez pas à avoir peur de la... Mais Maxime, mais non, mais parce que je connais j'ai fait, comment on appelle ça, là, les dockers, etc. Il y a de très longues années en arrière où c'était même plus violent que l'a été les manifs des Gilets jaunes. Non, mais parce que je suis juste conscient du danger. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mouvement de maintien de l'ordre qui se fait, une dissolution, etc., je le sais, peut-être parce que c'est mon métier, que je sens la violence quand elle arrive, mais je me barre, je suis pas Zorro. Et un mec, il m'a dit, vous avez fait 15 ans au raid et vous avez peur ? Eh bien sûr, j'ai peur. Mais c'est ce que je veux dire par là. Ceux qui veulent assumer, aller à la confrontation sur ces manifs, le Black Bloc en particulier, et ceux des Gilets jaunes qui voulaient aller au contact et se mettre sur la gueule avec les policiers, ils assument totalement. Moi, c'est pas mon problème. Mais celui qui vient en observateur, parce qu'il y en a plein, vous le savez, Maxime, vous en faites assez et c'est eux qui morflent souvent, parce qu'ils regardent comme des imbéciles ce qui se passe. Mais moi, le premier, je suis un imbécile, je me barre. C'est tout ce que je veux dire. Donc, j'ai peur de personne, certes, dans la vie. Mais là, quand il y a des mouvements comme ça me fait peur, et je me barre. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Moi, je prends un exemple, et Didier sera témoin, je reste toujours devant les lignes de cordon de CRS, parce que j'ai pas à avoir peur, j'ai pas envie d'avoir peur. Mais c'est bien, mais après, si tu prends quelque chose, et qu'il y a un mouvement, et tu prends quelque chose, tu l'assumes à ce moment-là, excusez-moi, hein. J'ai déjà pris une grenade de désencerclement, j'ai déjà pris des coups de canon à eau, etc. Mais je ne peux pas rentrer dans une peur, parce que je me dis, si je commence à avoir peur, dans quoi on va ? On va dans quoi ? Dans un système politique qui va ordonner à la police de maintenir leur système, ce qui est déjà un peu le cas, et on va vers quoi ? Plus ça va aller, plus ça va être de la répression, plus ça va être violent. Je pense pas, mais tu assumes. Non, mais tu assumes, tu as raison. Moi, je crois, on va
synthétiser, je crois que bon, la question, au-delà de tout ce qu'on a vécu nous, et puis moi je me tais parce que j'ai tellement fait de live et pour expliquer de l'intérieur, et je peux que confirmer malheureusement que animé par les meilleures volontés du monde, des gens pacifiques, les manifestations déclarées, quand tu te fais... Moi aussi j'ai pris une grenade de désencerclement, t'en souviens, qui m'a explosé là, que j'ai pris sur l'épaule, qui a explosé heureusement un peu plus loin, j'aurais pu être massacré. J'ai eu un type qui m'a dit... Mais si tu restes en même temps, tu assumes. Mais moi j'étais là, je faisais mon boulot, quoi. Oui. Tu vois, j'étais juste là, j'étais identifié. Tu assumes le risque qu'il y ait un mouvement de foule et que ça risque de partir. Donc je veux dire, en live. quelque part, les gens qui ont voulu manifester, etc., la violence, elle n'était pas de leur fait. Je peux te dire, au départ, après l'acte 3, il y a eu un basculement, ça c'est sûr, il y a eu un basculement, et les gens, malgré tout, c'est vrai, petit à petit, se sont radicalisés. Oui, complètement. Parce qu'en disant qu'on soit gentil, pas gentil, etc., ça ne change rien, alors qu'on sait très bien qu'on pouvait bloquer les gens qui mettent le bazar dans les manifs, on pouvait les arrêter, rien n'a été fait, on est nassé, et après on en prend plein la gueule. Ça c'est la vérité, j'en suis témoin. Et si le mouvement des Gilets jaunes, avec des figures comme Maxime, comme Jérôme Rodriguez et d'autres, avait organisé peut-être des manifestations avec les services d'ordre, etc., peut-être on n'en serait pas arrivé assez. Mais moi c'est juste une observation que j'ai rien contre personne. Moi je suis maire d'un petit village en plus, hein, donc la pauvreté je la connais dans l'Aude, donc j'ai pas de souci là-dessus. Alors juste pour finir là-dessus, on peut dire, effectivement, qu'il y a quand même un problème politique. Mais ça, oui, mais ça, à la limite, moi... Et je ne fais pas la politique politicienne, je ne dis pas Macron, etc. Je dis simplement, mais je le dis depuis le début, un mouvement comme ça, s'il n'y a pas une réponse politique, s'il n'y a pas de la considération apportée aux gens, plutôt que de faire le cinéma du grand débat qui a mené à rien, que c'était une campagne européenne déguisée. Ça, c'est la politique, après. Les gens, il ne faut pas les prendre pour des idiots, pour des canards sauvages. Ils ont bien vu qu'ils n'étaient pas considérés et qu'ils étaient traités par-dessus la jambe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des techniques, et il y a un certain nombre de spécialistes de la police, etc., qui l'ont dit. L'ancien patron du Grand Orient de France, là, son nom m'échappe, Alain Bauer, voilà, qui a dit qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, de doctrine, de formation, à la fois avec des armes de guerre. Et moi, je suis tireur sportif, on est dans le même club. On sait que c'est compliqué de tirer. Donc quand tu fais 3 tirs tous les 5 ans pour avoir une habilitation de LBD, t'es pas apte à tirer au LBD. Oui, mais on peut dire ça de l'armement individuel. Pour être un tireur, il faut faire comme je faisais au raid. Moi, je tirais 10 000 cartouches par an. On ne met pas une arme dans les mains de gens qui se... Oui, mais on ne va pas refaire la société. Là. Alors on interdit le LBD. Et on envoie les policiers avec quoi? On interdit le LBD. Le RIO, ça me paraît quelque chose d'indispensable. Voilà. Et des gens, au moins un uniforme. Et après, effectivement, beaucoup de gens ont douté aussi de la police parce qu'on a vu quand même des gens qui avaient des comportements, j'utilise le mot à dessein parce qu'il a été utilisé plusieurs fois, mais il est juste de miliciens, de gens, on ne savait pas bien. Moi j'ai fait tout un acte où on est parti de la Défense, traverser tout Paris, où on a tout fait, les flics à reculons, etc. À un moment, il y a juste le cortège qui s'ouvre parce que ça faisait 10 km qu'on marchait comme ça, on n'en pouvait plus. Ça s'est ouvert de 3-4 mètres, et puis d'un coup, tu as des types de là-bas qui arrivent, qui te massacrent. J'en ai pris plein la tronche ce jour-là. Mais il y a manque de discernement. Il y avait un papy qui était là, qui est tombé sur sa fille, qui s'en est pris plein la tronche. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Peut-être manque de discernement, voilà. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas. Ce que je veux te dire, c'est pas pour jeter l'opprobre, mais ça fait quand même beaucoup. Et je dirais, il y a une dernière chose, moi, ce qui me choque beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes politiques, parce qu'on va dire que je fais de la politique, et ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, quand je vois des syndicats, j'ai vu, il y a Alliance déjà, Synergie, etc. Mais surtout un syndicat, je ne sais plus quel est son nom, de commissaire de police. Là. Le Mars. Je crois que c'est ça. Je vois ce qui balance sur les réseaux en tant que commissaire de police. Ouais, je ne sais pas, je ne sais même pas regarder. Mais c'est d'une violence inouïe. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux dire, que des internautes déconnent et que des tweetos déconnent, il y en a plein qui le font, etc. Parce que c'est aussi le grand déversoir, les réseaux sociaux. Un peu d'apaisement, ça ferait bien. Mais quand tu es l'autorité comme ça, commissaire de police, officier de police, quoi, je veux dire, et que tu te permets, avec plein de fautes d'orthographe et dans le caniveau comme ça, massacrant les gilets jaunes, enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas possible. Je pense qu'il y a tout ça à revoir, et j'espère que moi, ce que j'essaie modestement, c'est d'être un lien pour montrer un peu tous les problèmes qu'on peut vivre. Moi, j'essaie d'être objectif, même si je ne le suis pas toujours. Non, pas toujours. Mais je le reconnais, parce que si tu veux, quelque part, au départ,
si je me contentais d'être comme tout le monde, le cul sur une chaise. Et pourtant voilà. Didier Maestro avait un cousin qui était mon ami, qui était au raid avec moi. Ah oui, c'est pas pourtant, c'est grâce à ça, que je me permets de dire un certain nombre de choses. Et donc j'espère que voilà, ça va un petit peu l'apaisement, il faut trouver. évoluer dans les mentalités. J'ai vu, par exemple, le ministre de l'Intérieur faire ses vœux lors du traditionnel petit déjeuner Place Beauvau. Il a eu le droit de tweeter, bien sûr, hein, et de dire aujourd'hui on reçoit tout le monde, Place Beauvau, mais c'est traditionnel. De dérouler le tapis rouge et de se montrer dans une espèce d'autosatisfaction dégoulinante. Regardez, on se congratule et tout, avec tout ce qui s'est passé depuis un an. Avec 5 ans de célébration des attentats de Charlie Hebdo, oui, le moins qu'on puisse dire. Oui, mais Didier, c'est une tradition. Mitterrand l'a fait, tout le monde l'a fait. Enfin, oui, tu le fais, tu reçois les gens, mais peut-être un peu d'humilité, un peu tu vois, de déférence vis-à-vis des gens qui ont souffert, et un peu de modestie, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Et je pense que voilà, ça serait pas mal déjà si on arrivait à ça. Hein. Est-ce que je peux passer un petit message aux forces de l'ordre avant de vous laisser et de vous laisser continuer? Vas-y, je t'en prie. Donc hier j'ai fait un live, donc je vais repasser le message que j'ai passé à toutes les forces de l'ordre exactement comme je l'ai fait hier. Ce message il est simple à tous les personnels des forces de l'ordre, que ce soit de gendarmerie, que ce soit de police. Ne vous suicidez pas, ne vous mettez pas en danger, ne vous détruisez pas vos vies. Si vous considérez que votre engagement ne respecte pas vos convictions et ce pourquoi vous avez signé, mettez-vous en arrêt. Et la chose la plus importante, continuez de dénoncer et de diffuser les informations de ce que vous voyez en interne sur les dérives et sur les débordements et surtout sur les ordres qui sont donnés. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, la justice doit faire son travail, même si j'ai absolument pas confiance en la justice. Du moins, une fois que les choses sont mises au jour de tout le monde et à la vue de tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de cacher les choses. Donc, à tous les personnels des forces de l'ordre, si vous considérez que ce qu'on vous demande n'est pas légal et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous demande, mettez-vous en arrêt. Prenez soin de vous surtout, prenez du temps, mais dénoncez ce qui se passe et continuez. Il faut de plus en plus de lanceurs d'alerte. Il faut des gens qui exposent aux yeux de tout le monde ce qui se passe. Et il faut que les choses changent pour que on soit plus dans le déni et dans l'envie de croire que les choses vont s'arranger comme ça. Moi, je pense que vu le climat actuel, plus les choses vont rester dans le déni et plus les tensions vont monter et on en arrivera à un point de non-retour s'il n'a pas déjà été franchi. Et quand ce sera franchi, ce sera trop tard et on n'aura plus la possibilité de revenir en arrière. Donc voilà, vraiment, ne sautez pas d'un pont, n'utilisez pas votre arme de service contre vous, posez-le au dépôt d'armement, rentrez chez vous, mettez-vous en arrêt et dénoncez ce que vous considérez comme abject et non légal. Et voilà, c'est vraiment un message d'apaisement et il y a tellement de suicides dans tous les corps de métier que je pense que la meilleure façon de prendre soin de soi, c'est de décrocher et de se mettre au vert et de prendre soin de soi d'abord. Voilà. Bon, merci Maxime, à bientôt. Salut Maxime. Tu m'entends encore? Bonne fin de journée à vous, merci Didier de m'avoir. Salut Maxime, ciao. Salut Maxime, ciao. Alors, on va prendre... Malheureusement, il y a plein de téléphones qui sonnent. Alors, on va essayer d'appeler Lélie Gigabé. Je ne sais pas ce qu'elle a à dire, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent de l'appeler. Alors, nous allons appeler cette dame. Alors... Moi, je pense que la réponse que vient de dire Maxime, évidemment, je la partage, que les policiers doivent se préserver, etc. Mais en même temps, moi, je dis à toute cette mouvance, puisqu'on a dérivé sur le phénomène gilet jaune, là, et de dire en même temps qu'à tous ces leaders, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, mobilisez-vous, manifestez de façon, je veux dire, normale, tout simplement, parce que je pense que toutes ces dérives-là, on n'en serait pas arrivé là s'il n'y avait pas eu toutes ces dérives d'un côté comme de l'autre. C'est clair et net, et j'en suis persuadé. Moi, l'apaisement, il ne viendra que comme ça, avec des gilets jaunes et des représentants gilets jaunes qui seront représentatifs, qui seront capables de porter un mouvement dans la règle, si on veut, et ça évitera effectivement tous ces débordements. Après, on pourra justifier, effectivement, s'il y a des vrais dérapages des forces de l'ordre, là, ça pourra se justifier.
Je dois quand même dire qu'ils ont demandé plusieurs fois à être reçus. Hein. Je veux dire, quand tu vois quand même, sans faire la politique politicienne, quand tu vois un mouvement comme ça qui vient de loin, qui irradie dans toutes les villes de France. Quand tu vas à la campagne, moi j'étais à la campagne, je dis pour une large part à la campagne, tout le monde est gilet jaune à la campagne. Oui, mais je sais bien. Tout le monde est gilet jaune. Je sais bien. Quand tu vois comme ça que tu as un pays qui manifeste et que tu as même pas un mot pour ces gens, et qu'au contraire, tu mets de l'huile sur le feu, factieux, séditieux, les gens qui ne sont rien, nanani, nanana, antisémites, fascistes, Non, il y a lit de l'humanité. Soyons pas dans l'excès. Non, mais Didier, c'est pas pas moi l'excès. qui l'ai dit, c'est sur tous les hommes politiques et tous les éditorialistes même Évidemment, mais il y a quand même des choses qui ont été faites, même si c'est pas suffisant. Et c'est clair qu'il y a des choses qui ont été faites, mais bien sûr, pour les salaires à moins de 2000 €, il y a tout un tas de choses. Mais je suis pas mandaté, moi, qu'on ne fasse pas ça. J'essaie d'être mesuré dans tout ça. On va essayer d'appeler Lélie Gigabé, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment elle a des choses à dire. Allô ? Oui, allô, bonjour Didier. Oui, bonjour. Donc, écoutez, voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent que vous interveniez dans le live, et donc vous allez vous présenter et dire ce que vous avez à dire. Les gens vous entendent. En fait, voilà, je suis Lélie Gigabé de Lélie Gigabé Live, petit média indépendant qui couvre les mouvements sociaux et principalement du coup les Gilets jaunes depuis déjà maintenant un an, un peu plus. Je connais très bien Fly et j'ai suivi attentivement ce que Fly a dit tout à l'heure. Il y a quelques points qui m'ont fait bondir quant aux réponses qu'on a reçues sur ce que Fly a pu soulever comme problème, dont la mise à pied de ce policier qui aurait éventuellement provoqué la mort de Cédric. Cette mise à pied, ça serait bien quand même qu'on sache si c'est le cas ou pas, parce que dans l'affaire de Bruno Caïque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le monsieur qui a été étranglé à Nantes par un agent de la BAC et réétranglé après son menottage d'ailleurs sur un véhicule de police, ce monsieur n'a pas été mis à pied, clairement, puisqu'il était encore en manif à Nantes dans les manifestations suivantes, et moi j'ai eu l'occasion de le croiser et d'être d'ailleurs menacé au flashball par son équipe en tant que presse en signal le 14 septembre, vidéo à l'appui bien évidemment. Donc je pense en fait que clairement dans l'affaire de Cédric, ce qui s'est passé c'est dû à une impunité dans laquelle le gouvernement a mis certains policiers. Alors je ne parle pas évidemment de tous les policiers. J'ai été moi aussi en manif protégée par des policiers. Donc je ne mets évidemment pas tout le monde dans le même panier, c'est clair. Mais on constate en manifestation, principalement, une impunité des forces de l'ordre depuis plusieurs mois. Et ils se permettent des choses, mais abracadabrantes. Du style, moi, j'en ai parlé dans les commentaires, un policier qui m'a clairement dit, il y en a qu'un seul, il me menace, moi au flashball, moi identifié presse, il venait à Toulouse de frapper sur deux autres agents de la presse, une indépendante et un photographe, et il me repousse parce que j'étais en train de filmer cette action. Et là, il me dit, on lui dit qu'il va être jugé pour ce qu'il est en train de faire, donc de menacer avec un flashball gratuitement. Et le monsieur répond, clairement, il y en a qu'un seul qui me jugera, c'est Dieu. Si ça, c'est pas de l'impunité, et pour le peu que le monsieur soit athée, alors, il sera jamais jugé. Vous comprenez? Et ça, les gens, de plus en plus, s'en rendent compte. Il y a eu un haussement d'épaule quand on a dit, quand Fly a levé le point, qu'il y avait des policiers déguisés en Black Bloc dans les manifestations. Je les ai filmés. Moi aussi, on a une vidéo. Je les ai filmés, hein. Je les ai filmés. Et on m'a sucré mon compte Twitter quand j'ai publié les images. Oui, moi j'ai encore les images. J'ai encore les images de ces policiers réintégrés à un rang de BAC et qui décochent un pavé. D'ailleurs, en voyant les images, on s'est dit, ce gars, il était champion de javelot à l'école parce qu'il a une détente pour lancer son pavé, mais impressionnante. Mais franchement, moi, je me suis posé une question au moment où j'ai vu ces images. Je me suis dit, mais attention, le pavé, il est tombé sur qui, en fait?
Il est tombé sur un manifestant. Il est tombé sur un policier. Sur qui est tombé le pavé? Et on tolère ce genre de choses. Les images, elles vont quand même circuler. Je suis désolée. Le Baqueux de Nantes, toujours en circulation. Ces gens-là, ça a circulé. Derrière, on a une journaliste qui travaille avec moi, Christelle. Cette journaliste vient de recevoir, a pris un tir de flashball dans la main le 20 avril. Oui, je la connais. Elle a déposé plainte à l'IGPN. Christelle a eu le retour et on lui dit non, mais en fait, on classe en sans suite parce qu'en fait, on ne sait pas identifier le garçon. Non, mais est-ce que selon vous, il n'y a pas, et selon toi aussi, Bruno, il n'y a pas quelque chose qui a changé aussi? Et on l'a vu aussi, malheureusement, avec cette histoire de Cédric qui vient de décéder, Cédric Chouviat. Est-ce que le fait, aujourd'hui, on voit que c'est peut-être ce qui a aussi excité, énervé, agacé les policiers, d'être filmés sans arrêt. Parce qu'on voit bien que ce qui a énervé aussi les policiers, c'est qu'ils filment, etc. Et que dans une démocratie, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait l'accepter, parce qu'on n'est pas non plus dans l'infiltration de réseaux djihadistes, on n'est pas dans des trafics de drogue. On pourrait comprendre que là, on n'est pas au raid, on ne va pas filmer les gens du raid en disant regardez son numéro de téléphone, son adresse, regardez ses traits, regardez son visage. Ça, les gens ne sont pas idiots, tout le monde le comprend. Mais dans les manifs, c'est normal, si les gens sont là pour du maintien de l'ordre, s'ils font des choses non répréhensibles, on doit pouvoir les filmer. On doit pouvoir. Est-ce que c'est pas ce fait nouveau, alors qu'on parlait des caméras, toi-même tu en parlais, il faut dans une démocratie que tout soit clair. Caméra individuelle, etc. Et chaque fois, ça se généraliser. Et il faudrait le généraliser, ça, quand même. Moi, ce que je voulais revenir là, sur madame qui est média indépendant, bon, pro gilet jaune, hein, d'accord. Vous êtes Non, je ne suis pas média indépendante pro gilet jaune. Dans vos propos, oui. Excusez-moi, je veux pas faire dans mes propos, mais pourquoi, monsieur? Parce qu'on constate. Mais parce que tout simplement, vous voyez. J'ai une éducation qui faisait qu'on respectait chez moi les uniformes. J'ai un beau-frère très haut gradé dans la gendarmerie mobile, retraité aujourd'hui, mais qui était très haut gradé dans la gendarmerie mobile. J'ai toujours eu ce profond respect pour les forces de l'ordre. Mais quand vous êtes média indépendant... Si vous l'avez, vous devriez avoir, en étant média en plus, vous devriez avoir un juste équilibre dans vos propos, parce que là, vous vous acharnez sur des cas sûrement qui méritent effectivement qu'on se penche dessus, hein, sur les comportements de policiers. Hein. Mais je voudrais vous signaler au passage, et ça vous ne l'avez pas dit, que l'année dernière, il y a 1500 policiers qui sont passés au trapèze, comme on dit chez nous. 1500. C'est l'administration où il y a le plus de sanctions. Je ferme la parenthèse. Mais dites aussi, et vous pouvez dénoncer, vous avez raison, certaines violences peut-être illégitimes, sûrement illégitimes de certains collègues, mais parlez un peu de ceux qui font réellement bien leur boulot, qui sont allés parler avec les manifestants, que ce soit des gendarmes, des CRS, même des groupes d'intervention qu'on voyait très mobiles. Je veux dire, il y a plein de policiers qui ont fait parfaitement bien leur boulot. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On stigmatise, mais ça c'est le mode de notre société actuellement, on stigmatise sur le policier qui ne fait pas bien son boulot. Effectivement, mais vous avez raison, hein. Mais en même temps, dites ce qui se passe bien, c'est-à-dire les policiers qui travaillent tous les jours à vous sauver, à protéger votre famille et la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous répondre. C'est un vrai tribunal, c'est dommage. On essaie toujours d'avoir la parole du policier. Le problème, il est où? Il est que quand on s'approche d'un policier et que le policier commence à nous parler, il y a un supérieur qui lui fait un signe derrière et qui rappelle cette personne et qui la fait taire. Mais il faut voir le contexte, évidemment, en pleine manif, je comprends. On n'arrive pas à voir l'avis du policier proprement dit. D'autre part, quand on est dans un pays de droit, de liberté et de liberté d'expression, pensez-vous que de verbaliser un agent de la presse, de refuser de lui donner son numéro RIO quand l'agent de la presse lui demande, sous prétexte qu'en fait on n'a pas de carte de presse qui n'est pas obligatoire dans le pays, nul n'est censé ignorer la loi, monsieur, même un policier, et surtout d'ailleurs un policier, qu'on se fait verbaliser, qu'on conteste cette verbalisation en expliquant le pourquoi du comment, pourquoi on était là, ce qu'on faisait, en disant qu'on a une vidéo de bout en bout, non-stop, il n'y a pas de coupure, moi dans mes vidéos, je peux prouver tout ce que je dis, hein, et que ce refus est récupéré et qu'on nous dit non mais en fait votre demande n'est pas recevable sans aucune explication. Comment voulez-vous que le peuple continue à avoir foi en sa propre police? Écoutez, on parlait de Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo, le peuple entier était derrière les policiers à cette époque. Oui, 15 jours ça a duré. 15 jours ça a duré.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'il y ait eu un tel revirement de situation vis-à-vis de la vision du peuple sur les forces de l'ordre? Attendez, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. La vision du peuple par rapport aux forces de l'ordre. Alors je regarde, puisque maintenant c'est à la mode, on regarde tous les sondages et les réseaux sociaux. Le dernier sondage qui a été fait, est-ce que vous aimez votre police? 75% des Français aiment leur police. Donc excusez-moi, mais la police n'est pas détestée au point que vous voulez bien le dire. C'est pas vrai, j'y crois pas du tout. Très sincèrement. Excusez-moi, hein, je me fie au sondage, peut-être c'est des conneries les sondages, hein, admettons. Mais ce qui est dit, regardez les sondages qui aiment la police, qui n'aiment pas la police. Les gens qui aiment la police sont en majorité. Voilà, maintenant, les 25% ont le droit de ne pas aimer la police et de ne pas aimer l'ordre en même temps, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas dire l'impunité. Ça veut dire, par rapport à ce qui s'est passé hier, vous croyez que le policier, quand il va intervenir, et qu'il a eu sûrement cet étranglement malheureux, je dis bien malheureux, hein, parce que la peur, parce que tout un tas de choses, il faut prendre tous ces éléments, hein. C'est facile de le dire entre nous, là on est autour d'un micro et d'une caméra, de le dire c'est hyper facile. Moi j'ai été en intervention, croyez-moi, j'ai subi pas mal de trucs très violents. La maîtrise est compliquée, et est-ce que vous croyez que ce gars-là, il a pensé à son impunité en disant « Ah, lui je vais le plaquer au sol, je vais le tuer ?» Mais pas du tout, mais même pas une seconde. Pardon? Bien évidemment que non. Ça sûrement pas été. Heureusement. La force utilisée et la force qu'on les autorise à utiliser depuis quelque temps fait qu'il y a une montée en puissance de cette violence. En filmant les premières manifestations, on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas de cette violence, cet accès de colère des policiers, vous avez raison. Comme on peut détecter maintenant. Mais un accès de colère qui est symétrique avec le peuple qui devient de plus en plus violent. En totalité aux policiers, parce qu'encore une fois, il y a des policiers, je pourrais vous en raconter des tas d'anecdotes sur les manifs, et d'anecdotes entre guillemets, hein, mais d'anecdotes sur les manifs montrant la volonté de certains policiers de faire leur travail, et le travail pour lequel ils sont rentrés dans la police, à savoir protéger ce qui a été fait même par certains policiers vis-à-vis de leurs propres collègues sur les manifestations envers certains manifestants, et j'ai des cas. Vous vous rendez compte quand même à quel point ça va. Mais vous savez, la violence que vous voyez du côté des policiers, en fait, elle est exactement proportionnelle à celle du peuple. Si ce policier qui a agressé Cédric, pour en arriver où on en est arrivé, est mis à pied, et il a peut-être été jugé clairement, et qu'il y a une transparence totale sur cette affaire, eh bien, ok, aucun problème. Le souci, c'est que depuis quelque temps, les enquêtes IGPN n'aboutissent quasiment plus. Moi, j'ai plusieurs dossiers, j'ai plusieurs vidéos qui ont été récupérées par l'IGPN. J'en ai discuté avec les agents IGPN. Et eux nous disent, mais on fait ce qu'on peut. De toute façon, bon, on va peut-être clore. Et, voilà. Parce que, bon, on a bien vu les différentes approches, hein, et l'impossibilité de toute façon de trouver aujourd'hui, à ce stade, parce qu'il y a un vrai divorce, hein, qui est consommé, je pense, entre la population française et la police. Une partie de la population française, il faut être précis dans les propos. Une large partie, je pense, hein, aujourd'hui, une large partie. Avec leur politique sûrement, pas avec la police. Et il est sûrement, je ne sais pas si c'est rattrapable, c'est sûrement rattrapable, et en tout cas c'est souhaitable que ça le soit. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est que quand tu es de bonne foi, moi j'ai vu depuis un an, un peu plus, des familles venir manifester, et comme tu disais, parler de la peur, finalement se tirer, parce que tu sais qu'à un moment, même si tu te comportes bien, si tu n'as rien demandé, etc., tu es nassé, le cortège est tronçonné, tu n'as rien demandé, tu te prends du gaz lacrymogène, tu te prends des grenades de désencerclement, les gens ils viennent plus. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'IGPN étant jugé parti, on sait comment ça fonctionne, tant que ce n'est pas un organisme indépendant judiciarisé, là le problème c'est que c'est là que tu connais par cœur, la police qui juge la police, et qui juge des fonctionnaires qui demain seront peut-être sous les ordres du type qui vont juger. Et c'est pas possible. Oui, en même temps, je te répète qu'il y a 1500 policiers qui sont passés à la trappe et sanctionnés. Enfin, moi, je suis d'accord qu'on est absous de tout, la police, mais c'est juste un constat. Et puis, je crois que ce qui a vraiment, et ça, j'insiste là-dessus, choqué profondément les gens, c'est les blessures irréparables. Évidemment. Quand je vois encore cette jeune fille que j'ai retweetée, j'ai dit c'est notre Marianne, qui était une jeune fille magnifique, etc., qui n'a rien demandé, qui s'est pris un LBD, et tous les gens sur les réseaux qui disent, les gens notamment du parti majoritaire, parce que c'est le gourou à parler, donc ils sont là, c'est pas vrai,
il a fallu que ce soit le médecin lui-même qui l'a opéré, qui a mis une plaque de titane et qui a expliqué un petit peu, elle avait l'orbite fracassée, l'œil qui était... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça choque les gens. Ça choque les gens. Et les gens pas favorables qui à ça. avaient, voilà, donc, clair, hein. et c'est ça aujourd'hui, je pense, qui est très compliqué à faire comprendre à la population, parce que c'est indéfendable, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, ce que tu dis, on l'entend aussi, Bruno, il est clair, et ça que je pense que tout le monde le comprendra. Les 3 policiers qui ont arrêté, par exemple, Cédric Chouviat, Ils vont s'expliquer. non mais ils n'avaient pas l'intention de le tuer. Évidemment, Ils ne vont pas dire on va se le faire. Mais il y a un problème de formation, il y a un problème d'intervention, il y a un problème de technique sans doute. Il y a un problème de société où il y les a un gens sont de problème plus de en plus société, irascibles. voilà. Évidemment. Mais justement, quand on sait tout ça, quand on sait tout cela, et qu'on est aux manettes de ministère de l'Intérieur notamment, ou à la préfecture de police, on fait en sorte que on met en place des procédures, des caméras, des tasers, de gaz lacrymogène, des RIO, une façon d'interpeller différente. Il y a un problème on le sait quand même. Ouais, mais bon, Non, mais tu vois, la police de... Je pense que... mais regarde, il y en a police... des centaines par jour d'interpellations. Non, Ce que je veux te dire, on va répéter tout ce qu'on a La dit. police de New York, quand il y a eu le nouveau maire. La police de New York, quand ils te disent you are under the arrest ou je ne sais quoi, tu ne bouges pas, tu restes les mettre sur le volant et on te met un fusil en pleine tête. Mais ça bouge pas. Ah ben oui, mais fais ça en France, on va rigoler. Déjà qu'on était il n'y a pas de bavure. Mais non, confondons pas. Oui, mais il n'y a pas de bavure. Il y a beaucoup plus de morts avec la police de New York qu'avec la police française. Bon, en proportion, ben oui. c'est à voir. Bon. Voilà, en tout cas... Juste une petite chose pour terminer. Allez-y. Il y a d'un côté la police, mais il y a de l'autre côté aussi, je pense, l'État. Et dans ce genre de circonstances, nos anciens présidents, quels qu'ils soient, ont très souvent pris la parole ou se sont rendus au chevet d'un blessé ou quand il y avait eu une erreur policière. Et c'est ça aussi qui crée une incompréhension dans la population, je pense, c'est que on n'a jamais un mot de la présidence ou des ministres concernés. Au contraire, on a décoré les gens qui, par la médaille de la police, les 5 personnes qui étaient dans des procédures disciplinaires, soi-disant, et on les a décorés, donc ça voulait dire continuer. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. On est d'accord, on peut parler de Manu le 16 novembre qui a ramassé le tir de grenade en tir semi-tendu, on va dire, puisque un angle c'est 45 degrés pour un lance-grenade, il était à 15. Merci le monde pour la vidéo à laquelle d'ailleurs on a participé. Il y avait ce tir, donc Manu lui était à l'écart, n'avait rien demandé à personne, s'était écarté du danger justement pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Aucun mot ni de M. Castaner, ni de M. Macron. Aucun. Et est-ce que pour Cédric, un geste sera fait, ne serait-ce que de compassion vis-à-vis de l'État pour ce garçon qui est décédé juste pour un contrôle de police? Et c'est vrai que aussi, pour ça, c'est pas encore des excuses, mais ça se cumule, tu vois. Quand il y a eu l'histoire de Steve, moi j'avais fait une vidéo poli, comme je sais faire, tu sais, en demandant où est Steve, etc., interpellant le ministre de l'Intérieur et tout. Je veux dire, quand on a su la vérité, c'était clair déjà, puisque quand on avait... Moi, j'avais fait des lives avec des témoins directs, des amis du jeune homme, avec les avocats, etc. Bon. C'était clair qu'il y avait eu une charge disproportionnée. La nuit, etc., sans mais ça a été, je crois que le commissaire a été relevé. Sans sommation. Non, mais le commissaire. Derrière. C'était pas la première fois. Ça fait pas revenir le jeune. Ça garçon, fait sûr, mais... sans arrêt. Les gens commençaient à parler en disant ce mec est fou. Chaque fois qu'il y a des interventions, ça se passe mal. C'est un justicier fou, tu vois, quelque part. Et ça, peut-être que si en amont les gens avaient l'assurance que les procédures étaient transparentes, tu vois. Là, ça penche un peu toujours du même côté. Quand on regarde, sur l'IGPN, il y a combien d'enquêtes en cours. D'abord, c'est très très long, et souvent, elles aboutissent à des classements sans suite, dans 90% des cas, tu vois. C'est ça aussi le problème. Oui. Et je pense aussi qu'il faudrait arrêter d'utiliser certains policiers comme simples fusibles, puisqu'il y a une décharge claire du haut commandement
sur les plus petits. Donc c'est bien de prendre à partie le gars qui a lancé le pavé, le policier qui a lancé le pavé, ou le policier qui aura mis son genou sur le cou de Cédric, ou le policier qui aura tiré la grenade pour Manu. Mais je pense que si jamais au-dessus les ordres étaient beaucoup plus adéquats, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus sensés, beaucoup plus dans le camp de la France et pas, comme l'a dit monsieur l'Allemand, madame, nous ne sommes pas dans le même camp. De quel camp parle-t-il? Excusez-moi. Ça, ce sont tous des propos qui divisent la France, qui divisent le peuple. Et clairement, la responsabilité de Manu, pour moi, n'incomberait pas au policier lui-même, mais plutôt à celui qui nous a naspé sur cette place, qui n'a pas fait évacuer ce matériel qui a pu alimenter le bloc depuis 10 heures du matin, et moi j'y étais depuis 8 heures. J'ai vu se mettre en place la police, j'ai vu des cars complets arriver qui n'avaient pas été fouillés. Un policier qui ne fouille pas un car, c'est un policier qui n'a pas eu l'ordre de fouiller ce car. Alors, voilà. On va conclure. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, c'était lors de l'acte 11, je voudrais juste rebondir là-dessus. Bon. Quand Jérôme a été atteint à Bastille, moi, je suis allé voir les CRS. Parce que j'étais fou furieux, forcément. Et parce que ça a été ouvert à 16h, on a pu passer, finalement, on était 15 000 ce jour-là. Et ça se passait hyper bien. Et toute la journée, comme deux couillons qu'on était avec Jérôme, dès 9h du matin, on avait rendu hommage aux forces de l'ordre en disant ça se passe. Et c'était vrai, hein, ça se passait bien. D'abord, on avait dit il y a beaucoup de suicides. Et pour une fois, la doctrine est bonne, les gens sont loin, le cortège est fui de 15 000, il faut quand même le faire, quoi. On est passé rue Saint-Honoré, dans vraiment le luxe absolu, etc. Il ne s'est rien passé. Tout était calme. On est arrivé à Bastille, on a parlementé 10 minutes. On sentait que c'était un peu tendu. Ils ont ouvert les barrières, c'était la guérilla derrière. Oui, il y a eu des mouvements aussi qui se La sont créés. guérilla, il y avait 40 mecs en noir, je ne sais pas qui c'était, ça partait dans tous les sens et tout. Je suis allé voir les CRS après, je dis, mais puisqu'ils étaient là, nous on est 15 000 d'un côté et 40 de l'autre, pourquoi vous ne les arrêtez pas? J'étais fou furieux. Il y a un jeune qui m'a répondu. Il m'a dit, on n'a pas les ordres. Et je le cite. C'est sûr, vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et il y a son chef derrière qui lui a dit, ferme ta gueule, tu ne vas pas raconter ta vie. Oui. C'est ça aussi, tu vois, quelque Et part. pourquoi ils ont. Mais c'est pas... je peux t'expliquer pourquoi ils ne sont pas intervenus. C'était pas peut-être le moment opportun. Il y a tout un tas d'éléments qu'on ne maîtrise pas dans tout ça. Au même titre que le fameux journaliste qui avait porté plainte parce qu'on l'avait bousculé, etc. Qui est quand même un mec qui fait partie des mouvances Black Bloc et qui se parade journaliste et qui a dit regardez, on m'a bousculé. Ben oui, mais c'était quand même un mec qui fait partie de. Il y a tout un tas une espèce de comment dire, de nébuleuse autour de ces manifs où pourquoi on n'a pas interpellé un tel, etc. C'est qu'il y a des stratégies qui sont peut-être pas bonnes. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis pas. Mais il ne faut pas se faire. Il ne faut pas faire le maintien de l'ordre. À côté de ça, t'as Florent Massy qui a un tir de LBD et qui a quand même dit que malgré tous les champs de bataille qu'il a pu faire dans sa carrière, puisque c'est un reporter sans frontières, il a fallu qu'il vienne en France, dans son pays, sur un mouvement social pour être blessé. C'était au mois de décembre. Moi, je finirai là-dessus. Ben oui, sûrement, mais bon. Assurément. Bon, voilà, les amis, écoutez, merci. En tout cas, merci DJ, merci de m'avoir reçu. Merci. Je ne sais pas si j'aurais contribué. Merci. Je ne sais pas si j'aurais contribué à rapprocher les points de vue. Le débat, c'était je crois pas, mais bon, j'essaie d'inviter aussi des personnes qui ne sont pas toujours d'accord. C'est pour montrer aussi l'autre côté des choses, parce que la réalité est complexe. Hein, voilà. Moi, je me suis un peu tu, je me suis mis en retrait parce que bon, tu sais ce que je pense. C'est pas que je le pense d'ailleurs, c'est que je l'ai vécu et au fil des mois, j'ai évolué parce que si j'étais comme beaucoup resté de journalistes dans mon bureau, j'aurais certainement pas aujourd'hui le même discours et la même approche. Et ce que j'ai vu m'a profondément choqué, je pense, pour le restant de mes jours. Rien n'est inéluctable. Bien sûr. Mais en même temps, c'est le travail de tout le monde. Tous les gens qui sont sur ton réseau, là, à juste titre, qui aiment ou qui n'aiment pas la police, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais dire à tous les gens qui te suivent, leur dire que c'est avec plaisir que je les recevrai sur les opérations que je fais depuis 25 ans. Je travaille dans les quartiers depuis 25 ans, à rapprocher les jeunes des institutions policières. Voilà, ça c'est mon ADN, c'est comme ça que je me rends utile pour la société. Je ne suis pas que dans l'attaque, dans l'invective, dans tout ce qu'on peut imaginer. Je le suis quand il faut, mais voilà, j'essaie de construire, j'essaie d'avancer. Et en même temps, je fais un petit appel à tous ceux qui
qui blogue actuellement sur le site de Didier, venir nous rejoindre, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de Didier, c'est avec plaisir. Vous verrez que c'est comme ça qu'on peut faire avancer tous ensemble la société. Ciao, merci de votre accueil. Voilà, bon, et puis donc je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque j'avais annoncé un live demain à 15h avec Alexandre Langlois du syndicat Vigie, mais comme il y a manif demain, donc il a accepté, c'est possible. Le live se fera avec Alexandre Langlois vendredi sur cette même page à 15h, donc live avec Alexandre Langlois vendredi à 15h. Merci, n'hésitez pas à partager, c'est un sujet sensible, un sujet compliqué, mais effectivement, il faudra des années et des années, je pense, ou en tout cas beaucoup de temps, pour que les choses se réparent et que le peuple, les Français et la police soient à nouveau main dans la main. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin et c'est bien triste. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous et puis à vendredi en tout cas, 15h. Salut, salut.